Bonjour Jean-Marie. Bonjour Olivier. Rien que de parcourir le site déjà comme ça, d'extérieur, c'est absolument superbe. Jean-Marie Denzer, je disais il y a un instant que vous êtes archéologue, mais vous êtes également directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient. Quel est exactement votre travail ici à Petra? Notre travail, c'est en fait un travail d'équipe du CNRS et des Affaires étrangères qui a consisté à faire l'inventaire complet de tous les vestiges archéologiques du site. Quand vous dites inventaire, c'est-à-dire que vous répertoriez les tombeaux, les temples? Oui, plus des inscriptions, des grottes, il y a plusieurs milliers de points. Mais je pense que nous allons commencer par regarder un peu tout ça ensemble. Parfait. Et à prendre le chemin d'ailleurs de Burckhardt, qui est le découvreur du site. Je vous suis. Allons-y. Allons-y. Burckhardt était donc un aristocrate bâlois qui a appris qu'il y avait un site mystérieux qui se trouvait dans cette zone. Burckhardt s'est mis dans la peau réellement d'un voyageur arabe pour avoir l'air naturel. En fait, ça lui permettait simplement de traverser la ville antique. Il a découvert les tombeaux et puis ensuite l'intérieur de la ville. Et il l'a décrit pour la première fois. C'est lui qui a le premier reconnu Petra comme le Petra des Nabatéens qu'on connaissait dans les textes. Alors justement, qui sont-ils ces Nabatéens? On parle d'un peuple mystérieux, peu connu, dont les origines sont obscures. En fait, les Nabatéens constituent une des innombrables peuplades arabes, de tribus arabes nomades. Oui. Et nous le connaissons, ce peuple, par deux textes successivement. Le premier qui date de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est un texte de Diodore de Sicile, et il nous dit les Nabatéens sont des nomades qui ne cultivent pas la terre, qui ne construisent pas de maisons, à qui d'ailleurs il est interdit de le faire, qui ne boivent pas de vin, et qui en revanche conduisent leurs troupeaux dans le désert et sont en même temps des caravaniers extrêmement riches. Dans un deuxième texte, qui est un texte Strabon, nous sommes maintenant autour de l'an 0, et Strabon nous décrit le site de Petra comme habité, cette fois-ci, par une population sédentaire, toujours très riche, avec des maisons, avec des jardins. Ah oui, peut rien à voir avec les nomades dont vous nous parliez. Absolument, qui ont l'air d'être tout à fait passés à un autre stade. Une véritable transformation qui s'est opérée en quelques siècles, en quelque sorte. Hein. En 3 siècles, on a en effet un changement complet. Nous approchons maintenant de la fin de cette voie d'accès, de ce site, et c'est là où véritablement commence la magie de Petra, avec la vision absolument incroyable de l'un de ces monuments, superbe. C'est certainement le plus ancien tombeau royal de Petra, le plus beau. Il date de l'époque hellénistique, comme le montre tout son décor d'ailleurs, sans doute du 1er siècle avant Jésus-Christ. On va grimper tout là-haut et vous allez voir que ça change un peu la perspective. Bien, mais nous allons continuer à en apprendre davantage encore sur ces Nabatéens et plus précisément pourquoi ils se sont à ce point transformés durant quelques siècles avant Jésus-Christ. Auparavant, je vous propose de partir dans un autre désert, au Yémen. Là-bas, Michel Garcia, qui est préhistorien, s'intéresse à des nomades qui, depuis 8000 ans, ont laissé des traces lui permettant de reconstituer ce qu'était cet endroit il y a de cela plusieurs milliers d'années et surtout de découvrir qu'il n'a pas toujours été qu'un désert. Le Yémen, terre de légendes et des grands royaumes antiques, pays de la reine de Saba. Chaque année, Michel Garcia, préhistorien, parcourt le pays et mène l'enquête. Son objectif, retrouver toutes les traces du passé qui lui permettront de reconstituer l'histoire du pays, jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de tombes alors. Combien
Kam. Khams. C'est là, dans ces reliefs escarpés, que se cachent les tombes des ancêtres indiquées par les villageois. Michel a le droit d'y accéder, car après 10 ans de prospection au Yémen, il a obtenu la confiance des habitants. Il y a 3000 ans, les morts n'étaient pas enterrés mais placés en hauteur, dans des sépultures collectives, protégées par un simple muret de pierre. La vie après la mort, ils y croyaient. On retrouve des traces d'embaumement sur les ossements. Mais ce tombeau-là a été profané. Les corps étaient insérés dans des petites grottes comme celle-là, ensuite enveloppés dans des pots de cuir ou dans des bandelettes de tissu, après avoir été momifiés, et ensuite on bouchait la grotte avec ces pierres. Cette tombe a été violée, c'est-à-dire elle était complètement démantelée. On a enlevé les pierres, on a enlevé le mortier qui calait les pierres, et les gens cherchent de l'or, qu'il n'y a pas bien entendu. Ah oui, voilà. Au pied de la falaise, ils font une découverte inattendue. La paroi a, semble-t-il, servi de pierre tombale. Ça pourrait être le nom du type qui est enterré là-haut. Oui. Oui. Oui, c'est possible. Hein. Il y a 2 tombes et 2 noms qui sont inscrits sur la paroi. Oui, c'est-à-dire que là, quand ce sont des belles inscriptions, elles sont en ligne bien régulières. La roche a servi de toile de fond à travers les âges. Les inscriptions anciennes côtoient les plus récentes, comme ce sigle du drapeau yéménite. Des gravures préhistoriques, aux tombes des premières dynasties, la pierre raconte toute l'histoire du pays. Les Yéménites vivent au cœur de la roche. Ils domptent la montagne avec des outils sommaires jusqu'à en devenir de véritables artistes. C'est précisément cet art qui intéresse Michel. Plasticien de formation, il s'attache aux techniques et aux outils qui laissent leur signature sur la pierre, témoignant des activités de l'homme à travers le temps. Tel un détective, il va remonter le cours de l'histoire en recherchant les moindres indices des sculpteurs du passé. Ces morceaux de quartz, on en trouve évidemment partout, de différentes tailles, de différentes grosseurs. Ah ben là, par exemple, ça c'est un morceau de quartz utilisé, avec des émoussés, qui effectivement c'est le type de pierre qui a pu servir aux graveurs à faire des piquetages ou à faire du martelage de la paroi. Que racontent ces gravures? Qui étaient ces hommes? Et quelle technique utilisaient-ils pour laisser ces empreintes sur la roche? Là, ce motif a été placé sur une coulée d'eau, hein, lorsqu'il pleut énormément, et il pleuvait beaucoup aux époques antérieures. Et cette eau entraîne de l'oxyde de manganèse noirâtre qui provoque ces différentes teintes sur toute la paroi. Et le graveur ici a piqueté sur cette coulée pour faire ressortir la gravure, le dessin qu'il était en train de faire. Là, on va faire peut-être, le croupe d'un animal. Michel aborde aussi l'étude des gravures préhistoriques par la pratique. Voilà. D'abord, un tracé réalisé avec un caillou de teinte claire, ensuite un martelage au quartz dur. Puis vient le polissage pour affiner le trait. En tout cas, on peut dire que ce sont des artistes. Moi, en tant que sculpteur, en tant que peintre, je les comprends parfaitement, je me sens de plein pied avec eux, et c'est peut-être aussi une très bonne façon d'approcher l'art rupestre que de l'approcher de façon, disons, pompeusement esthétique.
main réalisés au pochoir, bovidés de couleur ocre, ces parois ont aussi servi aux artistes peintres qui utilisaient comme aquarelle l'hématite, riche en fer. On va refaire finalement ce qu'il faisait, c'est-à-dire il frottait ces blocs d'hématite dans ce trou. On peut utiliser le bloc comme une craie. Vraisemblablement, pour ces figures qui se trouvent au-dessus de ce godet, ça a certainement été fait avec une sorte de pinceau, car les limites sont très très nettes. Près des villages, les travaux de Michel éveillent la curiosité des habitants. Parfois, les gravures érodées sont à peine visibles. Michel a recours à la technique du calque, qui préserve la roche. Petit à petit, les traits livrent leurs secrets. Ce personnage-là est certainement, à mon avis, un graffiti. N'est pas enfin, c'est un graffiti. À mon avis, ce n'est pas une représentation très classique, mais en général, les personnages symboliques qui sont représentés dans ces périodes, effectivement, très souvent portent des cornes. Ces cornes que l'on a vues depuis le néolithique, pratiquement jusqu'à présent, qui symbolisent la puissance et le pouvoir. Les cornes du bouquetin, souvent hypertrophiées, ont un rôle symbolique évident. Curieusement, ce symbole semble avoir traversé le temps. Dans l'architecture actuelle, les cornes de bouquetin ont aussi leur importance. Elles sont placées aux angles des maisons les plus prestigieuses. Mais le bouquetin, trop chassé, n'existe plus au Yémen. Les cornes, vendues à prix d'or, font désormais partie des antiquités. السلام عليكم كيف الحال؟ تمام اليوم كويس كويس في كورونا هنا في كورونا كورونا في بيت في très très belle hein? Yes. This here for cells. Cells. Ouais. Donc ce sont des cornes de bouquetin qui effectivement étaient placées au sommet des maisons, à l'angle des maisons généralement, tout en haut, et ça indiquait la puissance du propriétaire. Oui. Les cornes ne sont pas le seul symbole fort hérité du passé. Le serpent est aussi largement représenté. Il évoque la puissance liée à la terre. Il protège celui qui le possède. Il est craint par ses ennemis. Certaines cannes évoquent la forme du serpent. Avec une poignée en crosse, elle se rapproche d'anciennes gravures qui représentent sans équivoque l'animal. La sobriété du dessin et la permanence du style évoquent un symbole magique ou religieux. Il a subi quand même quelques agressions récentes, modernes, notamment sur la tête. Un martelage fait par les gamins du coin, certainement. Il y a urgence à étudier ces œuvres avant qu'elles ne soient dégradées par les tirs de Kalachnikov, le vandalisme et l'érosion. Tous ces impacts-là sont tout à fait récents, ils sont cette année ou de l'année dernière. Et là, il y avait des serpents, par exemple, qui ont complètement disparu dans cette zone ici. Au Yémen, la protection comme l'étude des vestiges préhistoriques n'est pas chose simple. Malgré les autorisations gouvernementales, Michel est fréquemment interrompu dans son travail. Il doit négocier au coup par coup l'accès au site avec les représentants des antiquités locales qui y voient surtout leur intérêt financier. L'étude du style des gravures et des peintures est une étape très importante. Elle permet de dater les œuvres. Par exemple, les piquetages de surface et les scènes d'action correspondent aux périodes les plus récentes de la préhistoire. Les chevaux sont bien dessinés avec des pattes très caractéristiques, des selles en V, certainement des selles en bois. Là, les armes sont certainement en fer. On est là dans la période de l'âge du fer. À cette époque des grands royaumes, premier millénaire avant Jésus-Christ, on se livre au combat pour la possession des terres.
Au contraire, des scènes représentant essentiellement des bouquetins souvent attaqués par des chiens sans présence humaine et gravés d'un trait profond caractérisent la période plus ancienne. Quant aux toutes premières œuvres, fort altérées, ce sont des animaux seuls, immobiles, très stylisés. Alors là voici un des animaux les plus spectaculaires de tout le bestiaire yéménite, c'est le grand buffle d'eau, et dont le contour est extrêmement bien dessiné, bien piqueté. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous avons retrouvé dans les fouilles faites au pied de ces grands Inselberg des ossements de buffles. Les Bédouins utilisent encore de nos jours ces sites protégés du vent et des intempéries. Les hommes préhistoriques s'y abritaient pour consommer le fameux buffle antique. L'animal, aujourd'hui disparu, était chassé dans les marais qui recouvraient autrefois ce désert. Là, il y a de l'os. Je crois bien, oui, c'est de l'os. Oui. Et dans la mesure où on retrouve une faune comparable dans les foyers, une faune qui a été mangée, consommée, chassée, et ces mêmes animaux sont figurés sur les parois, on a tout lieu de penser que les deux sont de la même époque. Une époque fort ancienne, 7000 ans avant notre ère. Alors ce qui est aussi remarquable dans ce dessin, c'est la présence ici, dans le décor lui-même, de cette autruche, dont on voit ici les pattes, l'arrière-train et la tête. Ces animaux d'origine africaine auraient migré il y a 300 000 ans au Yémen. Plus tard, l'homme aurait suivi le même chemin, colonisant d'abord le sud de la péninsule arabique, puis remontant vers le nord. Notre hypothèse est qu'il y a eu une large pénétration de la péninsule arabique par l'homme jusqu'à, disons, le Proche-Orient. Ici, au Yémen, seraient donc passés nos très lointains ancêtres, quittant il y a 100 000 ans le berceau africain pour coloniser le reste du monde. Voici de retour à Petra en Jordanie, toujours en compagnie de Jean-Marie Denzer pour ces nouveaux mondes consacrés à une cité bien mystérieuse. Depuis le début de cette émission, on a déjà découvert que par rapport à deux textes anciens dont vous nous parlez, Jean-Marie, il y avait une véritable différence concernant la description des Nabatéens qui ont construit Petra. Au départ, des nomades, et puis à la fin, des sédentaires dans une ville totalement organisée. Y a-t-il une explication à cette transformation si impressionnante ? À l'origine, Petra n'a pas du tout été choisi comme un site urbain. Il a été choisi comme un refuge pour des caravaniers qui avaient besoin d'entreposer quelque part leurs marchandises et qui avaient besoin aussi d'avoir un point fixe auquel ils pouvaient se raccorder, auquel ils pouvaient revenir, où ils pouvaient enterrer éventuellement leurs morts. Bien, mais alors comment se sont-ils exactement organisés pour que cette ville puisse être viable en fait pour l'ensemble de la population? D'abord, ils ont effectivement capturé l'eau qui se réunit au fond de cette cuvette et qui draine de l'eau à une cinquantaine de kilomètres à la ronde. Ensuite... Vous parlez de l'eau des sources, là, hein? Non, des eaux de pluie. Les eaux de pluie, en fait. Les eaux de pluie tombant sur cette énorme cuvette dont Petra est le centre permettaient même, avec 2 ou 3 jours de pluie par an, à réunir des quantités tellement considérables qu'on pouvait stocker cette eau pour l'usage d'une année entière. Ensuite, ils ont réussi, en travaillant non pas sur le centre direct du site, mais en travaillant sur une surface qui est d'une quinzaine de kilomètres autour, à constituer précisément des jardins, des petites zones cultivables, et à exploiter cet espace d'une façon beaucoup plus large. Comment avez-vous découvert le fait que Petra ne se limitait pas à un point central, mais à une périphérie importante? Nous avons commencé à faire l'inventaire de tout ce qu'on connaissait déjà. Et ensuite, nous avons abordé une étape de cartographie informatisée qui nous a permis de compléter les recherches de nos prédécesseurs. Alors comment procédez-vous exactement par rapport à cette cartographie, par rapport à ce recensement? C'est ce que nous allons voir, oui, en essayant de suivre le travail de notre cartographe
René Sopin. Bonjour René. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour René. Quel est exactement alors votre travail ici sur ce terrain? C'est à partir des photos aériennes comme ceci que nous avons fait une carte en atelier. Ici c'est une photo qui représente quelle partie? Qui représente le centre de la cuvette de Petra. Donc, premièrement, la photo aérienne. La photo aérienne, la restitution d'atelier qui donne une épure, un peu une carte muette, sur laquelle nous travaillons pour rajouter tous les éléments qu'il nous faut. Et je me suis mis ici car nous avons une vue intéressante sur tout un ensemble de chambres rupestres qu'il n'existe sur aucun document et que je vais devoir mettre en place. Je vise la première à gauche, je me place sur mon point, je vérifie et après je tire un trait. Mais alors Jean-Marie, quelle est exactement la finalité de ce travail? Eh bien, je vais vous le montrer. On va aller un peu plus haut. D'accord. Nous voici maintenant sur une des hauteurs de Petra avec Jean-Marie et René afin de visualiser encore mieux ce qui représente tout le travail fait sur le terrain, avec une carte ici qui reprend point par point, semble-t-il, une partie donc de ces vestiges. Là, par exemple, la couleur verte représente le funéraire et le jaune, l'habitat. Et l'habitat. On se rend compte que, en fait, depuis longtemps, alors qu'on pensait que c'était une nécropole, il est flagrant de voir que les vivants, j'allais dire, côtoyaient de très près les morts. Oui, en regardant d'ailleurs de plus près ce secteur, on s'aperçoit que l'habitat s'est développé d'abord très restreint, s'est développé vers le nord en repoussant d'autant les tombeaux qui finalement occupent la partie supérieure seulement de la région. Les petits points rouges que l'on voit également... C'est des lieux de culte. Ce sont les lieux de culte. Ah oui. Vous savez, depuis le début de cette émission, nous sommes à Petra, en plein milieu du désert. Et puisque nous parlons de désert, voici en Arabie une opération de réintroduction d'espèces animales endémiques qui vivent assez difficilement dans le désert, vous le pensez bien. Heureusement, l'évolution a œuvré dans le bon sens. Il s'agit par exemple des oryx ou encore des outardes. Nous allons voir quelle opération vétérinaire permet donc à ces animaux de revivre dans leur milieu naturel. Sur les hauts plateaux désertiques situés à l'ouest de l'Arabie Saoudite, un centre de recherche vétérinaire s'est installé il y a tout juste 12 ans. Son but, réintroduire dans ce décor minéral, où la pluviométrie avoisine 0, des espèces uniques au monde. Des espèces adaptées au désert le plus rude et qui avaient bien failli disparaître de la planète pour toujours. Oryx, autruches, outardes, des animaux tant chassés qu'ils ont finalement disparu de leur milieu naturel et que l'on surveille maintenant avec attention en vue de leur retour à la vie sauvage. Éric Bedin et Stéphane Ostrovski sont deux des 25 vétérinaires de la réserve de Taïf. Chaque matin, ils commencent leur tournée en soignant les animaux malades. Première étape, soigner un oryx qui boite. L'oryx, symbole national en Arabie Saoudite, est un des très rares herbivores au monde à pouvoir vivre presque sans boire. Ok. Cloche de dehors, hein, cloche de dehors. Approché prudemment à cause de ses cornes qui peuvent transpercer un homme d'un seul coup de tête, l'animal est finalement maîtrisé et ausculté. Après c'est tout, après c'est fini. Dans ces enclos, les animaux profitent d'un réel suivi médical. Leur bilan de santé doit être irréprochable avant leur réintroduction dans le milieu naturel. Ce centre a été créé pour réintroduire l'oryx d'Arabie qui a disparu en Arabie Saoudite et dans toute la péninsule arabe en fait, qui est éteint depuis les années 70. Donc en fait le troupeau ici peut être divisé en ce qu'on va appeler 3 générations, en fait 3 troupeaux distincts. Donc les animaux que l'on va appeler la génération A, ce sont en fait les animaux qui viennent de l'extérieur du centre. Ce sont les animaux qui sont arrivés au tout début du centre, donc en 86-87. Bon, ces animaux dont on ne connaît pas le statut sanitaire sont mis en fait à l'écart et vont être mis en reproduction, vont donner eux-mêmes des veaux, des jeunes, qui sont immédiatement retirés à leur mère. Ceci nous permet d'éviter toute transmission potentielle de maladies
entre la mère et son veau, notamment via la salive ou via les tétés. Donc ces animaux qui sont retirés à leur mère, que l'on va appeler donc la génération B ou seconde génération, sont nourris à la main et ce sont des animaux très imprégnés, donc potentiellement dangereux. Donc ce sont des animaux qui sont habitués à l'homme en fait, qui n'ont pas peur de l'homme et qui vont vers l'homme, qui n'ont donc pas un comportement normal, c'est-à-dire un comportement de fuite lorsque l'homme apparaît. Alors ces animaux de seconde génération, vont eux-mêmes être remis à la reproduction. Ils vont donner naissance à des animaux que l'on appelle les animaux de génération C, qui eux sont élevés sous la mère, donc qui restent avec leur mère jusqu'à l'âge environ de 9-10 mois, donc qui têtent leur mère et qui ont un comportement normal, on va dire, envers l'homme, c'est-à-dire un comportement de fuite. Ce sont des animaux donc, qui peuvent être ainsi relâchés dans les réserves. Autre pensionnaire de la réserve, l'autruche. Celle-ci n'est pas originaire d'Arabie, mais du Soudan. En fait, la dernière autruche saoudienne fut abattue en 1951 lors de l'une des grandes chasses de l'époque. Mais cette espèce soudanaise, élevée à Taïf, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a une femelle qui arrive, qui vient me voir, qui est très gentille d'ailleurs. Ça c'est une femelle typique, les plumes sont grises, les pattes sont claires également. Là le mâle, tu vois déjà que les plumes sont noires, un peu plus noires, il y a des belles petites plumes qui sont en train de grandir sur les ailes. Alors en fait tous ces animaux-là sont reproduits en captivité, c'est-à-dire qu'ils sont issus des autres couples reproducteurs. Et ces quatre-là, ainsi que les quatre autres, tout ça va partir sur une réserve naturelle afin d'être relâché en liberté. C'est à 200 km du centre, dans la réserve de Mahazet, que vivent en liberté contrôlée les espèces relâchées. Mahazet, l'une des plus grandes réserves clôturées au monde. 2200 km², soit l'équivalent de 3 départements français. Le grillage sert en fait à protéger les animaux des agressions extérieures, comme celles de chiens de berger ou même des chèvres qui s'empresseraient de manger les arbustes et les plantes qui servent de nourriture de base à bon nombre d'espèces. Aujourd'hui, Eric et Stéphane vont procéder à la réintroduction d'autruches sur le site. Maintenant, on a une belle population d'oryx, de gazelles des sables, d'autruches et de tarbes. Il n'a pas plu depuis quelques mois là maintenant. C'est très sec. Bon, chien on ne peut pas, on t'en prend une autre au passage. Hein. Avant le relâcher, les oiseaux sont contrôlés une dernière fois. On va lui mettre un tag. Un tag, en fait, c'est un petit collier en plastique et qui va nous servir à l'identifier après une fois qu'elle sera relâchée dans la réserve. Alors la prise de sang, ça va nous permettre de voir deux choses. D'abord si l'animal est en bonne santé. C'est assez important de l'évaluer avant de le relâcher. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir une référence au cas où l'animal développe un problème plus tard sur le terrain. Les oiseaux sont d'abord introduits pendant plusieurs mois environ dans un enclos avant le lâcher définitif dans la réserve. En fait, ceux-là, ils sont nourris artificiellement, c'est-à-dire on leur apporte leur nourriture et leur eau. Mais déjà, ils peuvent déjà pâturer dans ce 200 hectares. Et donc, dans le principe, suite à ce 200 hectares, on les relâche dans la réserve et ils sont en liberté. On a eu de la reproduction, donc des animaux nés en captivité, relâchés dans la réserve, qui se sont reproduits, qui ont donné des jeunes. Donc on a déjà des deuxièmes générations qui se promènent dans la réserve et qui, elles, apparemment, sont beaucoup mieux adaptées que leurs parents. Ce qui est en fait le but recherché à long terme. Ok, tu l'as eu ? Ouais. Comme pour les oryx, la réintroduction des autruches est un succès. Chaque année, ce sont ainsi quelques 50 oiseaux qui sont réintroduits à Mahazet. Je vais sur le mamal là. Ouais, mamal, je vais récolter une. Je récolte un midi là et puis ce soir je reborne pour récolter. On se retrouve plus tard. Ouais. Ciao. Les deux scientifiques se séparent. Stéphane va rejoindre l'annexe du centre de recherche situé au cœur de la réserve.
Là, des chercheurs s'intéressent de près au comportement des animaux réintroduits, pour mieux connaître leur mode de vie, mais aussi pour contrôler la bonne marche des programmes de réintroduction. Salut. Tu voulais pas venir avec Eric? Non, je l'ai laissé là, il est allé collecter les plantes. Ça va bien? Ça va, ouais. Salut, ça va? Ah, les oryx? Ben, j'en ai vu 5 ce matin. Stéphane a pour charge de superviser l'ensemble de la réserve. Il fait donc le point régulièrement avec les spécialistes des différentes espèces. Salut Jackie! Salut! Ça va? Tu vas bien? T'es allé voir les outardes? Ouais, bah je suis allé contrôler quelques outardes là du côté de Whitejebel. Ouais. Les petites là? Bah 3 femelles avec 3 poussins qui ont presque 25 jours. D'ailleurs là, il va falloir que j'aille les contrôler puis les attraper et les baguer avant qu'ils s'envolent. Tu veux leur mettre les petits émetteurs là? Les petits émetteurs, ouais, je vais leur coller sur l'axe. Jackie traque ainsi les outardes sans relâche. Pour survivre ici, l'oiseau semble se contenter pour tout breuvage des gouttelettes de condensation qui apparaissent à la fin de la nuit sur les végétaux. Là pour le moment, on est en train de faire du radio-tracking d'outardes. En fait, chaque outarde a un collier émetteur qu'on reçoit par télémétrie avec ce récepteur et une grande antenne directionnelle qui permet de localiser précisément l'oiseau. Un système connu sous le nom de GPS qui fonctionne grâce à un réseau de satellites. On essaye de localiser une femelle donc sur une fréquence 54-41 pour une femelle qui a un poussin d'environ 30 jours pour pouvoir capturer le poussin. Donc là, avec la grande antenne, c'est une antenne directionnelle qui permet de localiser précisément l'oiseau. Une fois le poussin repéré, tout va très vite. C'est des émetteurs qui émettent à 200-300 mètres. L'avantage, c'est que le poussin reste avec la mère pendant encore un certain temps, donc on localise d'abord la femelle, dont l'émetteur porte à 1,5 km, et ensuite, une fois qu'on est proche de la femelle, on peut savoir si le poussin est toujours avec elle. Alors, numéro d'émetteur 5349. Bon là, je vais le relâcher. En fait, l'oiseau, c'est possible qu'il titube un peu. Il a des bagues et un émetteur. Il n'est pas habitué. Pendant ce temps, Eric récolte et étudie les végétaux qui constituent la nourriture de base des oryx. Je vais chercher à savoir en fait les variations de teneur en eau suivant les saisons. Donc je fais une collecte une fois par mois pour voir s'il y a des différences de teneur en eau dans les végétaux, notamment dans les graminées, car ce sont les plantes consommées essentiellement durant la période sèche par l'oryx. Et connaître la teneur en eau des végétaux est particulièrement important car en fait cela représente la principale source d'eau pour l'oryx d'Arabie en période sèche. Par exemple, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des phénomènes de condensation la nuit, donc qui donnerait un apport supplémentaire d'eau à l'oryx qui consommerait la nuit. Pour connaître les habitudes alimentaires des oryx et leur rythme journalier, une seule solution. Surveiller sans interruption pendant des journées entières les troupeaux. Et tu vois des différences là avec depuis 2 mois que tu les suis là? Tu vois des différences? Ah ouais, entre différents troupeaux, ouais. Avant ils se couchaient vers 10h, 9h30, 10h. Du matin. Du matin, ouais, donc. Et ils se levaient à 4h30, 5h, 16h30, 17h. Tout ça pour aller chercher un peu la nourriture. Donc, mais avant, ils marchaient plus, ils se déplaçaient plus. Chaque paramètre a son importance. Donc là, il est 6h, 18h, donc il y a très peu de vent. 0 mètre seconde, 1 mètre seconde, ça dépend. La température de l'air, de jour comme de nuit, et la force du vent également. Ben, en fait, on peut voir une corrélation entre les individus, l'activité des individus, et donc les températures. Plus il fait chaud, plus les individus se mettront à l'ombre tôt. On va avoir des naissances et donc des femelles qui vont allaiter leurs petits. Cet animal-là, l'oryx d'Arabie, est particulièrement adapté aux conditions désertiques. C'est essentiellement dû donc à cette balance
gain dépense d'énergie, bon, il est évident que l'oryx doit rester à l'ombre le plus longtemps possible en journée, en fait pour économiser son énergie, pour économiser l'eau, et va commencer à être actif à des températures plus clémentes. Donc là, il est actuellement 6h20, donc on peut s'attendre à ce qu'il commence à se déplacer, à se nourrir d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et on voit qu'en fait, au fil des saisons, donc plus les températures vont devenir extrêmes, bon, en ce moment on est à 45 degrés en moyenne, 45 degrés Celsius durant la journée, et 32 la nuit, à peu près, 30, 32, on va voir en fait que l'oryx d'Arabie va rester inactif de plus en plus longtemps en fait, durant la journée, et va retarder donc sa mise en activité le plus longtemps possible. Oryx, autruche ou tarde, des espèces endémiques qui commencent à repeupler ces immenses étendues arides. Il y a environ 25 ans, il ne restait plus sur la planète que 57 oryx d'Arabie, tous en captivité. Aujourd'hui, près de 300 ont retrouvé la vie sauvage. Nous sommes de retour en Jordanie, à Petra, avec Jean-Marie Denzer. Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre comment ces Nabatéens qui ont construit Petra vivaient à l'époque. Jean-Marie, on se dirige là vers un des points les plus hauts quand même de cet endroit. Oui, on est à 855 mètres et c'est un des sommets qui domine Petra. Et tous ces sommets ont été choisis pour installer des lieux de culte. Ils entourent tout le centre de la ville. Et les hauteurs sont toujours l'endroit où on vénère la divinité. Il y a une grande cour que vous voyez ici taillée dans le rocher, entourée de banquettes, avec un podium au milieu sur lequel pouvait se placer le prêtre, avec la possibilité de poser une statue de culte ici. Il y a un encastrement dans lequel pouvait être placée une statue. De l'autre côté, nous avons un bloc qui servait pour les sacrifices. Il y a une sorte d'entonnoir ici sur laquelle on sacrifiait la victime. Il y avait des sacrifices humains ou pas qui étaient pratiqués? Absolument pas. On ne connaît aucune mention de sacrifice humain dans ce genre de site et dans le culte nabatéen d'une façon générale. Le moment important est en réalité le moment où on passe à la construction en dur. C'est ce moment qui d'ailleurs a le plus frappé Strabon, puisque Strabon nous dit que les Nabatéens avaient à Petra de somptueuses maisons en pierre. Or là, jusqu'à présent, les maisons en pierre, jusqu'à ces quelques dernières années, vous n'en voyez pas. La découverte faite par l'équipe suisse, qui travaille ici depuis 1988, est une véritable révolution de ce point de vue. D'abord parce qu'elle nous révèle pour la première fois un ensemble de maisons, mais aussi parce qu'à travers ces maisons, on va pouvoir pénétrer dans le processus d'urbanisation de la ville. Et nous retrouvons un des archéologues suisses. Daniel Keller. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous avez une idée exacte du moment où tout d'un coup les Nabatéens se sont mis à construire ces maisons? Oui, nous avons une idée, c'est la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Comment néanmoins êtes-vous sûr à ce point que ça coïncide avec cette période-là? Dans notre fouille, dans les diverses couches stratigraphiques, nous avons trouvé des pièces de monnaie ou des petits morceaux de céramique. Et avec ça, on peut dater toutes les structures architecturales de cette terrasse. Est-ce qu'on peut en fait caractériser l'habitat nabatéen? Est-ce qu'on a des idées précises sur la manière dont ils construisaient leurs maisons? On a des grandes cours d'allées avec des colonnes de tradition hellénistique constituant des péristyles. On a également un décor architectural, y compris des éléments de peinture, déjà à cette époque-là. Donc c'est en fait une maison bourgeoise? Tout à fait. Je vois qu'il y a d'autres ruines qui ont été sorties de terre, ce qui veut dire en fait que c'est tout un quartier qui a été découvert? En effet, on a trouvé une deuxième, puis une troisième maison, et nous allons progressivement, avec la suite de la fouille, obtenir une image complète d'un quartier et de ses différentes activités.
conclusion peut-on tirer en fait sur la manière dont la ville s'est organisée peu à peu? Eh bien justement, nous avons devant nos yeux ici le point d'arrivée de cette évolution. On a vu que on avait repavé le Sic dans le 1er siècle après notre ère. À peu près à la même époque, on crée de très puissantes conduites d'eau que nous avons observées dans le Sic et qui contournent aussi la falaise de Al-Houkta. Et ça correspond tout simplement à la montée en puissance d'une dynastie qui est la dynastie nabatéenne. Et puis tout s'articule autour de cet axe, en fait, grande partie de la ville s'articule autour de cet axe central, en fait, qui a été Oui, créé. et c'est assez intéressant pour nous parce que c'est un phénomène que nous retrouvons dans la plupart des villes d'Orient, où le système de la rue à colonnade, donc une chaussée entourée de 2 trottoirs et à l'arrière une série de boutiques, est vraiment le système utilisé systématiquement pour pouvoir donner une apparence unifiée et monumentale à un quartier d'habitation. L'influence d'Alexandrie s'est marquée donc dans les bâtiments. L'influence d'Alexandrie est beaucoup plus sensible sur le décor des constructions, et en particulier, c'est de là que viennent les formes les plus caractéristiques de l'art nabatéen, les 2 formes de chapiteaux, une forme à rinceaux végétaux et un autre chapiteau qu'on appelle chapiteau à cornes, qui est une sorte d'ébauche de chapiteau corinthien. Et ce n'est pas très étonnant parce que c'est précisément le client majeur des Nabatéens. C'est le point d'aboutissement de leur piste caravanière partant vers l'Occident. Bien, je vous propose dans un instant de découvrir la périphérie de Pétra, ce que l'on appelle d'ailleurs pour un de ces endroits la Petite Pétra. Mais auparavant, nous allons continuer notre tour du monde des déserts en allant en Mauritanie. Là-bas, ce désert de sable envahit à la fois les terres cultivables et habitables. Lamarche, naturaliste, nous emmène dans une région qui s'appelle l'Adrar, dans le désert de Mauritanie. Après 2h30 de vol depuis Nouakchott, la capitale, apparaît la ville de Chinguetti, petite île perdue au milieu d'un océan de sable. Chinguetti, un site classé par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Un site en danger, menacé par l'avancée des dunes. Bruno Lamarche fait aujourd'hui l'état des lieux. Il nous explique les phénomènes d'ensablement inéluctables depuis des millénaires. Dans le passé, le désert mauritanien n'était pas désert, puisque, disons, dans la région où nous nous trouvons, ici, dans l'Adrar, dans la région de Chinguetti, un climat tout à fait différent, largement humide, régnait ici, puisque sur les peintures et les gravures rupestres, on a toute une faune du sud, avec des girafes, des éléphants, des antilopes. Il y a même des scènes de pêche qui sont représentées, et la pêche est maintenant une activité modérément adrarienne. Tout le changement s'est effectué dans les 4, 5, 6 000 dernières années. Tout le sable que l'on a ici provient de grands plateaux gréseux, de grandes zones graiseuses qui sont érodées par le vent, également par la pluie lorsqu'il pleut. Si on regarde vers le sud-est, on a pour plus d'1 millier de kilomètres de sable ininterrompu, sans arbres et sans point d'eau. Donc c'est quand même assez considérable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le sable, enfin du moins la partie sableuse du désert, ça n'est pas quelque chose de mort, au sens mouvement. C'est un fluide, c'est comme de l'eau. Ça a évidemment une densité différente, mais ça réagit de la même façon. Alors ça peut faire des petites vaguelettes de surface, là, comme ces ripple marks, ces ondulations de petites dimensions, qu'on peut d'ailleurs observer aussi bien au bord d'une rivière sous l'eau qu'au bord d'une plage. C'est simplement le vent ici qui va sculpter, faire des vaguelettes de sable, de la même façon qu'il va sculpter à une dimension, à une échelle différente, des dunes, qui, comme celles qu'on voit par là-bas, sont déjà
de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et là, c'est une autre échelle. C'est largement l'aspect manque de pluie et donc manque de végétation qui a fait que le sable a pu se remettre en route, hein, évidemment en étant freiné par aucune touffe d'herbe, aucun buisson, rien qui puisse évidemment limiter sa course. Les grandes dunes se déplacent très lentement ou pas du tout, mais certaines petites dunes, surtout les dunes qui sont un petit peu filiformes et qui sont dans le sens du vent, peuvent facilement en une année avancer, disons de 15, 30 jusqu'à 50 mètres. C'est assez facile à constater. En ce qui concerne Chinguetti, en particulier sur la partie nord-est, bon, il y a des dunes qui avancent facilement d'une quinzaine de mètres à l'année, quoi. C'est assez courant. Et donc, nombre d'habitations se trouvent fâcheusement menacées, parfois même recouvertes. Des dizaines de maisons sont ensablées en permanence. Situées sur le flanc est de la ville, elles font face au vent du désert, l'harmattan, qui ne cesse de projeter le sable à l'intérieur. Un combat de tous les jours pour leurs habitants. La ville de Chinguetti risque à long terme de connaître le même sort que la cité d'Abouer. Distante de 30 km plus à l'est, elle est aujourd'hui entièrement enfouie sous les sables. Les puits d'eau potable sont aussi pris d'assaut. Ils alimentent les dernières palmeraies et les jardins potagers de la ville. Le cœur de Chinguetti n'est pas épargné. Des livres très anciens et magnifiquement décorés sont conservés dans la bibliothèque de Pierre. De génération en génération, ces véritables œuvres d'art sont précieusement gardées par la même famille depuis plus de 500 ans. Mais pour combien de temps encore ? Où l'avancement est évidemment le plus facile à constater, c'est au niveau des routes. Il y a des milliards de tonnes de sable qui sont en attente et on en enlève, ça revient. Il faut essayer de trouver une solution, mais l'affaire n'est pas évidente. La recherche et si possible la découverte d'une solution serait une excellente chose. Un homme, Jean Meunier, semble aujourd'hui avoir trouvé la solution. Depuis 35 ans en Afrique, il a travaillé dans plusieurs pays sur de nombreux programmes de lutte contre l'ensablement, presque tous voués à l'échec. Mais autant dire qu'il connaît bien la question. Aujourd'hui, fondateur de la société Bofix, il semble que le dernier programme qu'il développe depuis 6 ans en Mauritanie soit l'ultime solution. 6 ans, c'est encore un peu jeune pour un bilan définitif. Néanmoins, les premiers résultats sont probants et ce n'est pas par hasard que la communauté européenne commence à s'intéresser sérieusement à lui. A priori, la technique paraît simple. Première étape, tendre sur les dunes de véritables toiles d'araignée pour y piéger le sable, puis planter une espèce d'arbre très résistant pour retenir la dune. Explication du procédé par l'inventeur. Nous sommes maintenant arrivés sur la muraille que nous avons fait construire par le vent, qui sépare l'Est, c'est-à-dire le Sahara, c'est-à-dire la mer de sable, qui vient agresser l'Ouest, qui est à notre gauche, qui correspond au village dans un premier temps et qui correspond à la ville de Nouakchott, qui est en bordure de l'océan, qui est tout proche. Nous utilisons la dernière dune à l'ouest de l'Ergue, c'est-à-dire de l'ensemble des parallèles de vagues de dunes. Nous utilisons cette dernière dune à l'ouest comme frontière. Après avoir bâti la ligne Maginot, plus aucun sable ne traversera et ne viendra ensabler les habitations, les routes et les cultures qui se trouvent à l'ouest. Cette toile, c'est un miracle.
elle a un rôle différent suivant l'orientation qu'on lui donne. Si elle est perpendiculaire à la direction du vent, le vent est obligé de la traverser. Étant obligé de la traverser, il perd sa vitesse, il perd sa force, il perd son sable. Moitié devant, moitié derrière. Bien. Mais si nous l'inclinons par rapport à la direction du vent, elle se transforme. Le vent ne peut plus passer par les petits trous parce qu'il attaque en biais. Et cette toile se comporte exactement comme si elle était pleine. Ce qui est pour nous un avantage formidable parce que ça nous permet de canaliser le vent. Et c'est ce que nous utilisons dans les parties basses, dans les vallées, où nous obligeons le vent à changer de direction progressivement et à se diriger vers une sortie que nous lui avons préparée. Il est évident que nous ne donnons jamais un coup de pelle. Et comme je dis aux ouvriers qui travaillent ici et grâce auxquels nous réalisons tout ce que nous réalisons, on ne vous demande pas de travailler, on vous demande de faire travailler le vent. Donc si les marins ont dompté la mer avec une voile blanche, nous sommes en train de dompter le désert avec un voile noir et un voile de verdure, un voile vert qui va le surmonter dès l'année prochaine. Le sable sec ne peut pas dépasser une pente supérieure à 33 degrés. À partir du moment où nous avons monté avec nos toiles suffisamment la pente du sable jusqu'à ce qu'elle atteigne 33 degrés, le sable ne peut plus franchir la crête par le fameux effet toboggan qui est celui qui permet la progression normale, classique des dunes. Le sable ne peut plus arriver à monter dans le haut, il est automatiquement obligé de redégringoler dans la vallée d'où il vient. Il est obligé physiquement de redescendre dans la vallée que nous avons devant nous, où les autres vents vont le récupérer et l'envoyer vers la sortie que nous lui avons préparée, de façon à le renvoyer à l'expéditeur qui vient de l'Est. Donc, systématiquement, nous construisons deux lignes, car nous avons besoin de faire monter la crête et de transformer le chapeau chinois initial en une véritable muraille de Chine. La grande muraille de Chine qui, comme vous le savez tous, ne fait guère que 6000 km. 6000 km, c'est pas grand-chose. Il est parfaitement pensable que ce dispositif de muraille sur crête dans le Sahara, dans les années qui viennent, arrive à dépasser les 6000 km. C'est le bonheur que je souhaite aux Sahariens. Après l'installation de kilomètres de toiles, l'équipe de Jean Meunier plante sur ces fameuses lignes de crête des centaines d'arbres. Des prosopis, une espèce très résistante au milieu désertique. La technique de plantation est très ingénieuse. Le réservoir, constitué de simples bouteilles en plastique, empêche la dispersion de l'eau dans le sable et permet une meilleure croissance de l'arbre. Les racines descendent profondément dans le sol et aident ainsi à stabiliser la dune. Aujourd'hui, 20 000 arbres ont déjà été plantés. Un prosopis peut mesurer jusqu'à 2,50 m dès la première année et atteindre 12 mètres à l'âge de 10 ans. La fierté de Beaufix, c'est de pouvoir dire que Beaufix ramène la vie dans les étendues de mort du désert. Le hasard, si vous voulez appeler ça le hasard, a voulu que ces deux tourtereaux, déposés par leurs parents, ont attendu notre passage avant de s'envoler. Vive la vie, vive Beaufix. L'avenir est au Beaufix. L'enthousiasme et la persévérance de cet homme engagé viendront peut-être un jour à bout des attaques incessantes de cet océan de sable. Vas-y, avance. Allez,
Vas-y, avance. Nous voici de retour dans ces nouveaux mondes, ici en Jordanie, en compagnie de Jean-Marie Denzer, qui dirige une équipe d'archéologues à Petra. Et nous continuons de découvrir une Petra bien différente, la Petra des vivants, avec Jean-Marie, un des exemples qui marque ô combien le fait que cette ville ne se résumait pas à un centre. Nous allons aller maintenant dans un endroit qui est un petit peu à l'abri du trafic touristique. C'est le Petit Petra. C'est un endroit qui réunit en raccourci tous les éléments de Petra. Oh. Voilà. La partie la plus intéressante de ce petit site est un espace très étrange, complètement clos, accessible par un passage très très étroit qui pouvait être fermé par une porte. Je suppose que ça permettait aussi d'établir une forme de sécurité du site en question. Absolument. On retrouve au fond la même image du lieu de refuge. Les charrues un peu larges ne devaient pas passer facilement ici. Hein. Non, certainement pas. Ouais, non, c'est un lieu totalement enclavé. Hein. C'est une tombe également, ce beau bâtiment? Non, précisément, là, nous ne sommes pas plus devant des tombes. Il n'y en a plus aucune dans tout ce secteur. À l'intérieur, plus de tombes? À l'intérieur, il n'y a plus de tombes. C'est manifestement un espace qui est réservé au culte. Ce qui est quand même étonnant, Jean-Marie, c'est qu'il y a comme ça 3 grandes pièces monumentales, l'une à côté de l'autre. Oui, chaque famille tient à marquer sa présence dans un endroit sacré et à la montrer de la façon la plus monumentale possible. Nous avons une 4e salle ici, encore plus grandiose et qui permet de bien comprendre comment ça fonctionnait. En particulier, il fallait d'abord de l'eau et ensuite elle sert en particulier, cette eau, à alimenter des petits bassins qui sont placés à l'entrée de la salle. Jean-Marie. Alors, ces bassins servent à se laver les mains avant de pénétrer dans la salle de banquet. Voilà donc cette salle de banquet. Les convives eux-mêmes étaient installés sur des matelas, dans cette partie légèrement inclinée. Les places d'honneur étant d'ailleurs ici, où 2 personnes se faisaient face. Je suppose qu'ils étaient richement décorés ici. La salle entière était comme toutes les autres installations de Petra, enduites et probablement avec des enduits peints. Ah bon, on ne voyait pas cette jolie couleur de roche? Non, pas du tout. C'était complètement enduit et manifestement, cette couleur ne les intéressait pas beaucoup. Mais on peut aussi supposer des tapis au sol, et puis ces matelas avec des tissus qui étaient certainement eux aussi très beaux. On va continuer et on va aller au fond de la vallée. Oui. Où une autre surprise nous attend. Ah, il va falloir grimper? Absolument, c'est la dernière escalade de la journée. Parfait. Parfois, la pierre, on a l'impression qu'elle a véritablement fondu. Hein. Oui, elle est complètement lessivée en surface. L'escalier devient pratiquement inexistant, là. Oui, ici, c'est un très très mauvais passage. Il a été complètement lessivé par l'érosion, ici. Et là, on est obligé de contourner. On est au sommet de la partie qui était accrochée tout en haut de la paroi avant. Oui. Pas simple en effet. Je suppose qu'il devait l'utiliser comme moyen de protection également, non? Exactement. C'est une façon de fermer tous ces passages qui donnent accès au centre, soit au centre de la ville, soit au centre de petits ensembles comme ça. Ah oui. Là, il y a d'autres éboulements. Couleur de la végétation. Voilà, aussi. on débouche ici. C'est charmant. Sur une sorte de balcon. C'est superbe. Ah, il y a beaucoup plus de végétation ici. Hein. Alors voilà un petit paradis. Ah oui. C'est une de ces zones resserrées qui est à l'abri encore de la pénétration du tourisme des villages, des cultures. Et
où il reste encore la végétation ancienne. Vous dites végétation ancienne, c'est-à-dire qu'on peut penser que à l'époque, c'était également ce type de végétation qu'on y retrouvait? Oui, c'était la même végétation, mais probablement plus abondante, parce que le sol était moins lessivé et il y a eu moins d'érosion. Mais nous avons encore un témoin ici de ce que ça pouvait être, et ça nous permet aussi de mieux comprendre le texte de Strabon qui parlait de jardin. Oui. En fait, par jardin, il faut plutôt imaginer comme ça des petits points resserrés où effectivement on pouvait cultiver et également avoir des ensembles naturels. Vous voyez que partout dans les fissures rocheuses, quand il y a un tout petit peu de terre, vous voyez encore des arbres qui se sont nichés là-dedans. Et à chaque fois, la végétation trouve un petit lit pour pouvoir se développer. Hein. Oui. Et écoutez, en tout cas, c'est une belle surprise en effet que vous nous avez fait là en nous menant jusqu'ici. Et puis, puisque nous sommes toujours dans le désert, nous allons partir dans un autre désert. Alors lui, beaucoup plus inhospitalier, beaucoup plus aride. Il s'agit du désert chilien. Et là-bas, figurez-vous que des archéologues sont partis sur la piste des caravanes incas, des caravanes qui, à l'époque, pratiquaient le commerce de la turquoise. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. Le plus haut désert du monde et l'un des plus arides, situé le long de la cordillère des Andes. En 1535, Diego de Almagro, un conquistador espagnol, décide de le traverser. Son but, retourner au Pérou en suivant ce chemin mythique emprunté par les Incas et appelé la route de la turquoise. Un historien, Patricio Advis Vitaglich, et deux archéologues, Luis Briones Morales et Lautaro Nunes Atencio, décident de partir sur leurs traces, avec pour seul guide sur le terrain les récits d'époque relatant l'épopée d'Almagro. L'expédition va durer 15 jours. Leur but, retrouver les lieux décrits bien sûr, mais également prouver que la route de la turquoise a bel et bien existé. Là, nous avons le nord, en face. Il y a plus de 400 ans, les 4000 hommes de l'expédition menée par Almagro décidèrent d'échelonner leur départ pour ne pas tarir les rares points d'eau qui jalonnent les 550 km de la traversée. Dès le début de l'expédition, les scientifiques découvrent d'étranges peintures sur la roche. Que signifient-elles? Quel mystère cachent-elles? Quelques dizaines de kilomètres plus loin, l'équipe découvre un premier recoupement avec le récit des chroniqueurs de l'époque. Un ruisseau bien particulier qui coule au fond d'une profonde vallée. Son eau est tellement chargée en sel qu'elle se fige en une fine pellicule blanche dès qu'elle n'est plus agitée par le courant. C'est peut-être pour cela que les Espagnols le nommèrent le ruisseau moqueur. Ils trouvèrent de l'eau. Elle était salée et elle se figeait. Regarde comme elle se fige. Elle est vraiment salée. Suivant pas à pas la traversée d'Almagro, l'expédition croise parfois les nombreux chemins miniers qui sillonnent ce désert. Ici, les seules richesses se cachent dans le sous-sol. Cuivre, fer, manganèse et nitrate sont largement exploités. Dans la vallée encaissée se dressent les ruines d'un grand refuge datant du XIIIe siècle. Luis et Lautaro, les deux archéologues, y font une découverte importante, des fragments de céramique caractéristiques de la civilisation inca. C'est la première preuve du passage des Incas sur la route de la turquoise. Ce tesson va avec celui-ci. Et il s'emboîte parfaitement. Regarde. Fort de cette découverte, les scientifiques repartent sous une chaleur accablante. 4 siècles auparavant, c'était à pied que les hommes d'Almagro ont traversé ces vastes étendues. Plus loin, les scientifiques repèrent une large ouverture dans une paroi. Rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils viennent de découvrir une ancienne mine de turquoise. La route qu'empruntaient les Incas mérite donc bien son nom. La pierre extraite de la mine devait ensuite être acheminée à dos de lamas. Les sites archéologiques se succèdent, et pour cause. Les lamas ne peuvent parcourir plus de 20 km en une seule journée. Sur chaque site, l'équipe fait des relevés précis et note, à l'aide d'un GPS, les coordonnées géographiques exactes du lieu.
Elle est très insalubre. Elle est imbuvable. Dans la matinée du 5e jour, l'équipe arrive sur le site de Cachiyuito. D'après Luis et Lautaro, ces ruines sont vraisemblablement celles d'une auberge inca et de son enclos à lamas. Animaux de bas, les lamas pouvaient servir de nourriture aux voyageurs, car dans ces contrées désolées, les vivres étaient rares. C'est un maxillaire de lama. Ce sont des pattes de lama. C'est classique cette anatomie chez les lamas dans cette région. Dans cette région des Abras, les paysages sont vraiment très différents. Les sites se trouvent sur des élévations parce que les Incas recherchaient les vues panoramiques pour leur lieu de culte et pour faire des offrandes, pour demander des auspices afin de traverser ces immenses plaines. Ils offraient ces vases aux dieux avant de les rompre. Sur le même site, Lautaro trouve d'autres fragments de poterie bien différents. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne pense pas personnellement que ce soit d'origine inca. Le lendemain, en bordure de la route des Incas, un terrain empierré avec soin attise la curiosité de l'équipe. Entre les pierres qui forment un dallage se trouvent des morceaux de turquoise. Il pourrait s'agir d'un lieu où les turquoises étaient réunies et empaquetées avant leur transport. Un doute s'installe. Le site est très ancien, antérieur à la civilisation inca. Pierre d'apparat pour les peuples des Andes, la turquoise est bien la raison de cette route. Mais les Incas sont-ils à l'origine de son tracé? Le chemin qui mène à la vallée de Carrizo ne peut être suivi qu'à pied. L'équipe laisse les 4x4 qui feront un large détour par les routes minières. Là, l'aventure prend une toute autre dimension. Combien d'Indiens explorateurs sont morts dans ces montagnes arides avant de trouver un point d'eau? C'est plein de guanacos près de la source. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guanacos. Vivant à l'état sauvage, les guanacos ressemblent à leurs cousins domestiques, les lamas. Plus petits et plus légers, ils se déplacent sans cesse, empruntant les sentiers des hommes pour aller d'un point d'eau à un autre. Le jour suivant, ayant rejoint les véhicules, l'équipe poursuit son chemin vers le nord. Dans ce désert, le plus extrême du Chili, les trajets se comptent en jours, tant les distances paraissent infinies. Une fois encore, l'expédition jouit d'une chance incroyable. Au milieu d'une plaine accablée de soleil, apparaît tel un mirage les vestiges d'un village minier. Un village préhistorique inconnu à ce jour. Le plus ancien jamais répertorié dans cette région. Un site très important pour la science et l'histoire de l'industrie minière. À quelques heures de là, à proximité du refuge inca de Carrizo, les archéologues trouvent de nouveaux fragments de poterie. Toute la céramique qui est ici est très vieille. Celle-ci est habituelle à San Pedro de Atacama entre 600 et 800 ans après le Christ. Et non seulement nous savons qu'elle est pré-inca, mais en plus nous savons qu'elle est très ancienne, probablement 500 à 600 ans avant les Incas. C'est très vieux. Le jour suivant, la piste d'Almagro passe près d'une exploitation minière en activité. On fait le plein de carburant, mais c'est surtout l'occasion pour chacun, après 8 jours d'expédition, de s'adonner à un plaisir simple, prendre une bonne douche. Pour les 4x4 aussi, un brin de toilette n'est pas un luxe. Dans cette immensité, Patricio se repère aisément grâce aux écrits des chroniqueurs d'Almagro. Progressant par étapes, nous arrivâmes sur un autre petit ruisseau dont les berges étaient très raides, très abruptes. Dans la vallée de Runcal, tout près du refuge, les scientifiques intrigués repèrent de nouvelles peintures qui ressemblent étrangement aux précédentes. Peut-être s'agit-il là de simples balises qui indiquaient la route à suivre.
En progressant vers le Baquilas Atlas, à 3800 mètres d'altitude, l'expédition se heurte à une nouvelle difficulté, le froid qui sévit sur les hauteurs andines. L'équipe décide de bivouaquer près d'un ancien refuge. Comme les Indiens l'ont fait pendant des millénaires, elle n'hésite pas à reconstruire les murs effondrés qui feront une excellente protection contre le vent glacial. La nuit tombée, le vent redouble d'intensité et il n'est pas rare que la température chute jusqu'à moins 20 degrés. Au matin, l'expédition inaugure une nouvelle voie carrossable qui l'amène au refuge Inca de Baquilas. Ça, c'est exactement la largeur du mur Inca. Cette porte a une forme trapézoïdale comme dans toutes les constructions Inca. Cette source ne pouvait vraiment pas étancher la soif de 4000 hommes, arrivés ici en même temps. Le lendemain, l'équipe franchit un col à 4300 mètres d'altitude. Derrière lui se dresse l'imposant Liuliailiaco qui culmine à plus de 6700 mètres. À quelques heures de route de là, un site isolé a traversé les siècles pour nous donner la clé du mystère de la route de la turquoise. Ce refuge en parfait état de conservation, c'est lui et tous ses semblables depuis longtemps disparus qui étaient signalés par les peintures rupestres. L'énigme est enfin résolue. Voilà comment les Indiens se protégeaient du froid mortel de l'altitude. Patricio Advis constate que le refuge est parfaitement orienté pour se protéger du vent dominant. Les Atacamènes, qui utilisaient cette céramique noire, polie, traditionnelle, ont élevé ces structures circulaires 400 ans avant les Incas. Après, les Incas n'ont fait que reprendre ce même chemin depuis l'oasis d'Atacama. Ainsi, le chemin Inca n'est qu'une légende. Cette formidable découverte remet en cause l'histoire de la région. Les Atacamènes ont donc précédé les Incas sur la route des turquoises. Surtout connus comme un peuple d'agriculteurs, ils ont régné ici pendant 800 ans. Envahis et soumis par les Incas, leur civilisation s'est éteinte rapidement. Pourtant, aujourd'hui, cette découverte nous apprend qu'ils étaient aussi mineurs et explorateurs. Ce refuge fut la dernière halte d'Almagro et de ses hommes dans le désert d'Atacama. Son nom, refuge météorite, lui vient sans doute de la chute d'une météorite à proximité. Mais à ce jour, aucune trace de sa présence n'a été signalée. À quelques mètres du site, Luis Briones trouve un morceau d'un fer à cheval datant du XVIe siècle, le siècle d'Almagro. Pour sa dernière nuit dans le désert, l'expédition campe près d'un ruisseau gelé. 8 heures du matin, moins 10 degrés. Le soleil se lève et réchauffe lentement l'atmosphère. 10 heures du matin, le ruisseau coule à nouveau. Un chroniqueur de Almagro le nomma le ruisseau menteur. 15e et dernier jour, l'équipe arrive à Tilomonte, la première des oasis atacamènes. C'est ici que s'achevèrent 4 siècles auparavant, pour Almagro et ses hommes, 28 jours de calvaire. Un arbre de l'oasis porte encore sur son tronc la croix gravée 100 ans après leur épopée par un Espagnol de passage. L'expédition est une réussite. La route des turquoises n'est pas une légende. Pour les scientifiques, pourtant, une question reste sans réponse. Pourquoi les Atacamènes, qui possédaient les plus grandes richesses de l'époque, l'eau et la nourriture, s'étaient-ils aventurés sur une route aussi difficile et dangereuse? Peut-être simplement pour que leur dieu regarde le monde atacamène avec des yeux turquoises.
Nous sommes toujours à Petra en Jordanie où les Nouveaux Mondes vous proposent depuis le début de cette émission de découvrir l'une des cités antiques arabes les plus extraordinaires qui soient. Quand on se balade ici, ce qui frappe le plus, c'est de voir à quel point l'érosion du temps a marqué les bâtiments. Et justement, c'est une équipe allemande qui initie ici les travaux de restauration qui sont difficiles à plus d'un titre. Il faut soigner la pierre sans la dénaturer, et puis qui permettent aussi de mieux comprendre comment les Nabatéens procédaient pour sculpter ainsi dans la roche des bâtiments aussi monumentaux. Bonjour Richard, avec bonjour Dr Fischer. Quels sont les ennemis de Petra, si on peut les appeler comme ça? Les ennemis principaux de Petra sont l'eau. Tout d'abord l'eau qui apporte de l'humidité qui attaque la pierre, et aussi le vent du désert qui, sur les parties hautes, dégrade le rocher. On a l'impression que la pierre est en train de fondre parfois. Elle a des formes comme si elle se mettait à couler. C'est une roche très friable, comme on peut le voir. Vous voyez, c'est un morceau de roche naturelle. Elle se désagrège tout de suite en poussière. Hein. Quelles sont exactement les techniques employées ici pour restaurer la roche? Pour la restauration, on colmate les fissures. Pour ça, on a un enduit très comparable à la roche actuelle. Vous avez ici la roche originale, et ici par exemple l'enduit qu'on a préparé. C'est assez fantastique parce qu'on a vraiment l'impression que c'est absolument naturel. Hein. Exactement. En fait, vous utilisez les techniques antiques des Nabatéens pour restaurer aujourd'hui les bâtiments qui sont abîmés. Jean-Marie, je reviens du lieu où l'on est en train de restaurer une partie des monuments de Petra. Et ce qui me frappe le plus d'ailleurs depuis le début de cette émission, c'est quand même la dégradation des monuments, alors que la ville a connu quand même une belle apogée à une époque. Comment en est-on arrivé aujourd'hui à voir quelques Bédouins encore habiter ce lieu où l'on visite maintenant ce que l'on peut quand même appeler des ruines? Eh bien, tout simplement, c'est la sophistication même de l'organisation nécessaire pour faire vivre ce site dans un milieu désertique. Qui a rendu ce site très fragile. Un des points qui a été extrêmement négatif, c'est les tremblements de terre. En 363, il y a eu un tremblement de terre extrêmement violent, qui s'est d'ailleurs fait sentir dans toute la région, et qui manifestement a jeté à bas un monument comme celui-ci, qui est un grand pont qui enjambait le Wadi Moussa, et sur lequel passait une des pistes principales qui rattachait Petra à toutes les pistes de l'Araba vers le nord. Donc, à partir du moment où des infrastructures aussi graves sont atteintes, il devient assez difficile de revenir en arrière. Ce qui veut dire en fait que la ville de Petra n'arrivait plus à supporter financièrement les réparations. Oui, la ville de Petra s'était manifestement dans toute cette période rétrécie et appauvrie. La population a diminué et finalement la ville se trouve enfermée dans un espace beaucoup plus petit avec des remparts, et c'est la première fois que Petra s'est créé des remparts. Et alors une fois que la ville se recroqueville comme ça sur elle-même, est-ce que c'est la chute de Petra, le moment où elle se vide complètement? Il est évident qu'elle subit le contre-coup du passage de la voie caravanière qui est remplacée progressivement par la voie maritime, ce qui lui fait perdre évidemment beaucoup de ses ressources. Je ne pense pas qu'il y ait eu un événement brutal pour l'arrêter, mais il est certain qu'elle est pratiquement vide lorsque
Burkhardt va la redécouvrir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut envisager de trouver encore des descendants de ces Nabatéens, ou bien ils se sont complètement dissous dans les populations environnantes? Il est évident que la population actuelle de la zone a été sous dominante bédouine, avec des tribus qui ont survécu dans la région. Mais il reste encore un certain nombre de Jordaniens qui peuvent se dire descendants des Nabatéens, même s'ils ne sont pas strictement installés dans cette région. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Jean-Marie Denzer de nous avoir fait revivre ainsi cette ville de Petra pendant toute cette émission des Nouveaux Mondes. J'espère que vous avez ainsi redécouvert le visage d'une ville du Proche-Orient. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt sur France 2 pour de nouvelles aventures.